Voilà, la deuxième partie de cet exposé est consacrée d'abord aux engelures. Les engelures d'adolescence sont généralement essentielles. Elles se caractérisent cliniquement par des lésions qui sont œdémateuses, papuleuses, bulleuses, érosives, parfois avec des petites croutelles presque donnant un aspect pseudo-nécrotique. L'œdème donc est un caractère quasi constant, de même que la coloration érythrocyanotique est souvent prédomine donc sur les pulpes des doigts et des orteils. Classiquement, les engelures à l'adolescence débutent durant les mois froids et humides, donc en France, c'est-à-dire vers à peu près octobre-novembre, et se terminent vers le mois de mars. Alors c'est un point important parce que la persistance d'engelures l'été est considérée comme un des facteurs pouvant faire discuter des engelures secondaires à un lupus érythémateux systémique, c'est-à-dire des lupus engelures. La majeure partie donc des engelures surviennent plutôt vers l'adolescence et en tout cas rarement chez les enfants avant 10 ans. Si les engelures surviennent précocement, on va en parler, elle doit faire rechercher des pathologies de type interféronopathie. Alors le traitement, on passe rapidement parce que c'est essentiellement un traitement conservateur, c'est la chaleur, l'assèchement, éventuellement l'application de dermocorticoïdes, et on peut faire des cures de corticothérapie générale courte à 1 mg/kg par exemple. Alors face à des engelures de l'adolescent, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser. Est-ce qu'il existe des antécédents familiaux? Est-ce que, donc je vous l'ai dit, il y a une persistance l'été qui pourra attirer vers une cause secondaire lupique? Est-ce qu'il existe d'autres signes fonctionnels, en particulier de la série lupique? Et c'est la même chose, le même raisonnement doit être appliqué à l'examen clinique. Alors le bilan biologique, à la différence de la crocyanose, il est utile de faire un bilan biologique, y compris chez les engelures de l'adolescente qui apparaissent a priori essentielles. Et donc il faut réaliser au minimum un hémogramme, une électrophorèse des protides, la recherche d'anticorps antinucléaires avec le typage éventuel d'anticorps anti-antigènes nucléaires solubles, la recherche de cryoprotéines, cryoglobulines, agglutinine froide, cryofibrinogènes, et la recherche d'anticorps antiphospholipides, en particulier donc d'anticardiolipine IgG, IgM, d'anticorps anti-bêta-2 glycoprotéine 1, IgG, IgM, et de lupus anticoagulant, et enfin la recherche d'anomalies de fraction du complément. Il est inutile de faire des histologies systématiques dans la mesure où ce sont des zones qui sont souvent pénibles à biopsier, douloureuses. Mais si on suspecte une cause secondaire, en particulier une cause lupique, l'histologie est tout à fait utile parce qu'elle va permettre de mettre en évidence des signes éventuels d'histologie lupique. Alors si on s'intéresse maintenant aux engelures du petit enfant, on va dire donc avant 10 ans, eh bien ces engelures sont très fortement suspectes en premier lieu d'interféronopathie, a fortiori si elles sont très précoces, durant les premiers mois après la naissance, ou si elles sont sévères, c'est-à-dire qu'elles touchent non seulement les extrémités, les doigts et les orteils, mais également les talons, les genoux, le nez, les oreilles. Vous avez sur cette diapositive un très court listing des principales affections héréditaires associées aux interféronopathies, c'est-à-dire à une surexpression de l'interféron de type 1, de type alpha. On va surtout parler des 3 premiers, et vous allez voir que sur le plan dermatologique, finalement, le problème principal est de ne pas passer à côté de lupus engelure familial. Pourquoi le premier le premier syndrome finalement est très peu dermatologique? C'est que le syndrome d'Aicardi Gouttière est un syndrome qui est habituellement vu par les neuropédiatres, puisque l'enfant naît ou développe dans les premiers mois après la naissance une encéphalopathie sévère, et généralement les engelures ne sont pas encore présentes. C'est un signe qui est très bien connu des neuropédiatres, ces engelures, ça a été rapporté depuis déjà de nombreuses années, et elles sont habituellement, comme dans toutes les interféronopathies, sévères et intéressent non seulement les extrémités digitales, mais également les genoux, les oreilles, comme vous le voyez sur cette photo. Le deuxième syndrome, qui est le syndrome Savy, je vais être assez bref, surtout vous montrer des illustrations
iconographique dans la mesure où c'est un syndrome qui est très rare. Il y a quelques familles qui sont décrites dans le monde. Vous avez ici l'exemple d'un enfant de 4 mois qui a développé très rapidement, en plus des engelures que vous voyez, une atteinte à type de livédo réticulé déconvexité. Et vous voyez qu'il a une atteinte, certes, d'engelure des mains, des pieds, mais également des oreilles et aussi des joues. Cet enfant souffrait d'un retard de croissance intra-utérin et donc né avec une petite taille. Et vous voyez donc des lésions de livédo réticulé, en particulier des faces antérieures des genoux, des avant-bras. Et ce qui est frappant dans ce type d'engelure, mais comme c'est souvent le cas au cours des interfournopathies, c'est la sévérité des engelures, avec, vous voyez très rapidement, une aggravation en quelques mois des lésions cutanées qui aboutit à des pertes de substances majeures au niveau du joug, mais aussi au niveau des extrémités. Et puis l'association avec ce qui est une des étiologies connues, qui est, enfin une des atteintes d'organes connues, qui est le poumon, et une évolution mutilante, comme vous pouvez le voir, des extrémités, puisqu'il y a une perte de substances très importante. Voilà, atteinte pulmonaire avec une pneumopatite interstitielle. Et donc ce syndrome qui a été décrit il y a maintenant 7-8 ans dans le New England Journal of Medicine est bien caractérisé sous le terme donc, de SAVI. Et vous voyez des illustrations à la fois de l'article paru dans le New England Journal en 2014 et un cas illustré également dans le journal de l'American Academy en 2016. Et ce qui domine sur le plan cutané sont très souvent les nécroses qui sont à l'origine d'amputations distales. Le gène qui est muté est le gène TMEM173 et il est intéressant de connaître les efficacités potentielles des inhibiteurs de JAK kinase. Le troisième cadre, donc après le syndrome d'Aicardi-Gouttière et le syndrome SAVI, sont les lupus engelures familiales. C'est le principal syndrome qui intéresse les dermatologues, c'est qu'il se manifeste à la fois par des engelures précoces, comme les autres interféronopathies, mais qui peuvent être très fréquemment isolées. Donc ça peut être un tableau quasi dermatologique. Vous voyez ici un exemple d'une petite fille qui était suivie déjà depuis les premiers mois après la naissance pour des engelures, qui vont rapidement s'aggraver. Là aussi, vous voyez la sévérité de ces engelures qui tranche avec celles qu'on voit habituellement chez les adolescents. Alors quand on a des engelures en général et qu'on suspecte une interféronopathie, eh bien, il y a un certain nombre d'examens à réaliser. Et parmi ces examens, il faut faire le dosage de l'interféron alpha, sérique, et la recherche d'une surexpression des gènes stimulés par l'interféron, ce qu'on appelle la signature interféron. Et puis ensuite, on va au diagnostic génétique moléculaire. Dans le cadre des lupus engelures, ce sont des mutations en général TREX1 qui sont autosomiques dominantes. Il faut rester prudent sur 2 points. D'abord que un des parents peut être totalement asymptomatique, ce qui était le cas chez cet enfant. Et puis il faut aussi rester prudent, et ça c'est valable dans beaucoup d'interféronopathies, sur la présence d'anticorps, d'auto-anticorps d'une façon générale, qui ne sont pas souvent les anticorps en cause dans la symptomatologie, mais qui sont des sortes d'anticorps, on pourrait qualifier d'accompagnement. Donc on peut très bien retrouver des anticardiolipines, des anti-ADN, comme c'était le cas dans une de ces observations. Alors voilà cette petite fille qui a grandi depuis et qui a été traitée, c'était la publication dans le journal de rhumatologie qui montre l'efficacité spectaculaire du ruxolitinib, donc un inhibiteur de JAK, alors que les traitements par corticoïdes et corticothérapie orale et méthotrexate avaient été totalement inefficaces. Donc si on fait la synthèse de lupus engelure familial, en 2015, 9 familles seulement avaient été rapportées, donc ça reste quand même une pathologie très rare. Le gène qui prédomine, c'est le gène TREX1, avec une mutation point chaud. Et ces engelures familiales sont, comme les autres engelures d'interféronopathie, sur le long terme à évolution cicatricielle et mutilante. Donc en résumé, les engelures précoces de l'enfant, a fortiori si vous avez un contexte de maladie auto-inflammatoire, vous devez penser à une interféronopathie type 1, réaliser un dosage sérique de l'interféron, une signature interféron. On conseille souvent de faire également une TDM cérébrale, parce que dans les cas de mutation de TREX1, au même titre que dans le syndrome d'Aicardi-Gouttière, on peut observer des calcifications, puis à partir de là, c'est plus dans un domaine de spécialisation pour typer l'interféronopathie.
Je voudrais parler maintenant des engelures Covid. J'ai employé le terme de pseudo-engelure, mais c'est je pourrais presque dire une erreur. Tout d'abord, pour vous montrer les présentations cliniques. Quand on parle d'engelure, de quoi parle-t-on? Alors, on parle généralement de ce que vous voyez sur la diapo à gauche, le petit a, c'est-à-dire de lésions papuleuses, maculeuses, un peu inflammatoires, rouges, sensibles, qui siègent sur la face dorsale des extrémités, en particulier des orteils. Bon. Vous avez d'autres présentations cliniques. Celle que vous voyez ensuite au petit b, c'est celle d'un érythème acral isolé, mais qui s'accompagne en général d'un œdème et une certaine sensibilité. Vous pouvez avoir, comme dans la photo petit c, la présence d'un tableau à la fois d'engelure assez discret et surtout ce qui domine, c'est un livédo réticulé des faces dorsales des mains. Et puis ce qui a été beaucoup écrit au cours des engelures Covid, sans que ce soit spécifique, on peut l'observer au cours des engelures secondaires lupiques par exemple, c'est la présence de macules rouges, purpuriques, parfois à type de pseudo-érythème polymorphe, un peu comme des cocardes, sur les pulpes des orteils. En petite e, vous avez l'association avec un syndrome de Raynaud, ce qui est une chose qui a peut-être été sous-estimée au cours des engelures Covid. En petit f, je vous ai mis un cas d'engelure Covid assez typique associé à un syndrome de bascule. Donc on voit qu'il y a une espèce d'acrocyanose assez diffuse des chevilles, du dos des pieds, et avec les petites flèches blanches qui montrent les plaques rouges pseudo-urticariennes. Et enfin, les anomalies des tablettes inguéales qui sont assez fréquentes, mais peu spécifiques, souvent un type d'hémorragie filiforme sous-inguéale. Alors, quand on fait la revue de la littérature en janvier 2022 sur les engelures et le Covid, il y a plus de 3300 cas qui ont été décrits, qui sont surtout américains, français, espagnol et italien, avec ce qui se dégage un sexe ratio complètement équilibré, avec une atteinte vraiment équilibrée entre hommes et femmes, mais clairement une prédominance chez des adolescents. L'âge moyen est à peu près de 19-20 ans, et ce sont généralement des adolescents minces, bien qu'il y ait assez peu de papiers qui se soient intéressés à cela. L'index de masse corporelle est aux alentours de 19 en moyenne. Le contexte est très fréquemment isolé, sans signe infectieux, c'est presque la moitié des cas. Et la réelle preuve d'un cluster Covid familial prouvé est très rare, elle est dans 10% des cas. Alors, il y a des points qui se dégagent, qui sont manifestement unanimes. C'est la bénignité constante. Il y a eu quelques cas d'hospitalisation, mais jamais de réanimation. Et inversement, les patients Covid réanimation, a priori, il n'a jamais été rapporté d'engelure. Il a été rapporté des tableaux de purpura vasculaire acrale, mais qui étaient complètement différents des engelures, qui étaient vraiment on pourrait dire des lésions d'acroischémie. Pourquoi on appelle ça des pseudo-engelures? Je ne sais pas. Ce sont des vraies engelures, donc il faut arrêter cette terminologie de pseudo. De même, il faut arrêter de parler de Covid orteil, enfin comme l'ont proposé, puisqu'il y a très fréquemment des atteintes des mains, c'est pratiquement plus d'un tiers des cas. Le bilan biologique qui a été beaucoup recherché au départ et maintenant qui ne se fait plus trop, dans les premières publications, on recherchait la présence d'anticorps antinucléaires, est-ce qu'il y avait un facteur thrombophilique type cryoglobuline, etc. Bon, on a finalement très peu de choses qui sortent. Les antinucléaires sont positifs, mais dans des proportions faibles, c'est 16%, et en général à des taux faibles, donc peu significatifs. Et les autres facteurs de thrombophilie, cryoglobuline et syndrome des antiphospholipides sont habituellement des exceptions. L'augmentation des dédimères n'a aucune spécificité, elle est souvent modérée et finalement rarement retrouvée. Alors ce qui interpelle dans les engelures Covid, bien sûr, c'est la faible positivité de la PCR et la sérologie. Vous voyez qu'elles sont aux alentours de 7% sur des grandes séries. On a plus de 1000 cas où ça a été recherché systématiquement. Alors la PCR, on pouvait l'expliquer par le fait que les engelures étaient à début tardif par rapport à l'infection Covid, ce qui pouvait expliquer la négativation de cette PCR. En revanche, on explique toujours mal ce faible taux de séropositivité des anticorps anti-SARS-CoV-2. Il y a des hypothèses, l'hypothèse classique étant de dire qu'il y a une très grosse réponse interféron qui permet l'élimination très rapide du virus, et donc l'absence de développement de l'immunité humorale. C'est une hypothèse qui n'a jamais finalement été vraiment confirmée. Elle a été proposée in vitro, mais elle n'est pas confirmée à l'heure actuelle. Et puis l'évolution des engelures Covid, elle est classiquement favorable. Il faut rester quand même prudent parce qu'il existe d'authentiques cas de Covid engelures longs,
Et parmi les patients que j'ai vus, j'en ai certains qui ont déjà dépassé 1 an et demi d'engelure sans guérison. Et en règle générale, c'est assez rare qu'on soit obligé de les traiter. Plus souvent, on fait une abstention thérapeutique ou des dermocorticoïdes. Il y a eu quelques cas où on peut mettre une brève corticothérapie générale qui n'est pas du tout délétère. Enfin, je terminerai avec l'érythermalgie. Alors l'érythermalgie, c'était juste un point qui m'avait interpellé, qui est outre la rareté finalement, puisque en 25 ans, j'ai dû en voir 3 cas. Les formes sont surtout primaires, liées à la mutation du gène SCN9A, donc code pour un canal sodique neurone sensitif périphérique. Je crois que ce qu'il faut retenir dans l'érythermalgie, le message clé, c'est la douleur dans la sémiologie. Très souvent, ce sont des enfants ou des adolescents qui ont une intolérance majeure à la chaleur et qui, lorsqu'ils consultent, en fait, ont les pieds, les mains qui trempent dans des cuvettes d'eau glacée. Et donc, on peut voir parfois des retentissements cutanés uniquement liés à cette immersion prolongée dans l'eau glacée. Et ces douleurs-là sont responsables finalement de la principale symptomatologie invalidante au cours de ce syndrome, c'est-à-dire un retentissement sur la marche, sur la vie quotidienne. Ce sont des gens qui sont obligés par exemple d'être pieds nus sur du carrelage froid le plus souvent possible, qui dorment avec les pieds hors des draps, presque les pieds par la fenêtre, enfin bon. Donc voilà, un syndrome extrêmement invalidant, et il y a peu d'actualité dans le traitement de la douleur. Toujours beaucoup de traitements sont proposés, la mexilétine, la lidocaïne, la carbamazépine. Comme souvent en médecine, quand vous avez beaucoup de traitements, c'est que malheureusement, il n'y en a aucun qui marche vraiment. En voilà un exemple chez un garçon de 9 ans qui a une érythermalgie avec une mutation confirmée du gène SCN9A. Et vous voyez qu'il est arrivé avec une peau, un tégument cutané très abîmé, non pas par l'érythermalgie elle-même, mais par son immersion fréquente et pluriquotidienne dans des bains d'eau glacés. En résumé, par rapport au premier topo, je rappelle donc que le syndrome de Raynaud, finalement, la prise en charge globale est assez identique à l'adulte, que le syndrome bascule est un diagnostic différentiel de l'acrocyanose, mais qu'il est paroxystique et qu'il y a cette éruption de type urticarienne. En cas d'engelure précoce de l'enfant, suspectez toujours une interféronopathie et a fortiori des lupus engelure familial si c'est une forme cutanée isolée. Il existe très certainement un lien entre les engelures et l'épidémie Covid. Et enfin, pour l'acrosyndrome avec intolérance à la chaleur, bien sûr, il faut penser à l'érythermalgie, mais n'oublie pas non plus la maladie de Fabry, qui est un diagnostic différencié classique. Voilà, je vous remercie.